Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec la comédienne, chroniqueuse, metteur en scène Anne van den Sand. Bonjour Anne. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Merci d'être là. Ah, c'est cool. Moi je suis ravi d'être en face de toi parce que je t'ai découvert durant le premier confinement à travers des tas de vidéos que tu as fait qui sont toutes plus hilarantes les unes que les autres, une petite web-série qui vaut le déplacement. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais que tu te présentes pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Comment tu veux que je me présente? Comme tu veux. Comme je veux. Y compris avec le bonnet belge. Mais... C'est ça. Donc, comme on l'entend, parce que ça, je ne peux pas le cacher, je suis belge. Je vis actuellement en France. Donc, comme tu l'as dit, j'ai un parcours de comédienne. Ensuite, j'ai eu envie d'arrêter à un moment donné et j'ai décidé de faire toutes des formations thérapeutiques, ce qui m'a permis de pouvoir créer des ateliers pour travailler avec les personnes en réinsertion professionnelle et aussi dans les centres de détention pour jeunes. Puis la vie a fait que le confinement est arrivé et j'ai repris une casquette de comédienne parce que je l'avais complètement laissée de côté pour pouvoir plutôt enseigner, pour faire de la mise en scène, parce que j'aime beaucoup en fait partager, j'aime beaucoup offrir, j'aime beaucoup créer et j'aime surtout permettre aux gens qui font les ateliers de créer quelque part eux-mêmes et de se dire qu'ils sont capables d'eux. Parce que l'art, le théâtre permet la confiance en soi. Donc effectivement, le confinement arrive et je me dis, plus de boulot, puisque mon prof, c'est terminé, coach basket, c'est terminé, donc on n'a plus rien à faire. Et je me dis, lundi, parce que nous, ça a commencé un lundi en Belgique, je décide de faire des interviews. Et donc je contacte en un week-end quelques personnes que je connais en disant, écoutez, on va s'ennuyer, alors on va essayer d'amuser. Et à l'époque, j'étais avec une binôme. Et on a fait, et le principe c'était 21 jours, parce qu'au départ on pensait que ça n'allait pas durer ce confinement, 21 jours d'interview, mais déguisés, avec ce qu'on a. Donc, puisqu'on ne pouvait pas aller au magasin, donc on s'amusait à mettre des chapeaux, etc. Voilà, c'était juste pour le fun. Et je me suis amusée à faire ces interviews. Ça t'est venu comment cette idée en fait ? Comme ça oui. Parce que tu t'es dit, je peux plus travailler. Voilà, je peux plus travailler, les gens vont s'ennuyer. Puisqu'il y a la routine télévisuelle, elle reste. Et je dis, pourquoi pas? Et je me dis, c'est l'occasion aussi. Les gens n'ont plus rien à faire, donc de pouvoir interviewer aussi des personnes que j'aurais pu jamais interviewer. Et voilà, et les gens ont répondu étrangement, vite à notre appel. Ils étaient super contents. J'ai eu Julien Perron et Michel Poulart. Oui, qui était mon invité la semaine dernière. Voilà, mais on y reviendra un peu plus tout à l'heure parce que c'est à travers justement votre web-série vraiment que je vous invite, chers auditeurs, je mettrai le lien dans la descriptive de l'émission qui est une petite web-série très sympathique à regarder. Alors je précise au 2e degré, oui. Voilà, parce que voilà, Anne m'expliquait tout à l'heure en avant-propos de l'émission que toujours d'habitude, il faut toujours on apprend de ses expériences. D'ailleurs, je vous invite à réécouter, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, l'épisode avec Michel qui parle beaucoup de la notion de pratique et d'expérience. Mais cette web-série qui s'appelle Un boss, une chieuse, c'est ça. raconte l'histoire finalement d'une rencontre improbable entre un professionnel de la conférence et un metteur en scène. Mais on y reviendra un peu plus tard, mais je vous recommande vraiment d'aller voir, c'est vraiment hilarant. Oui, alors, plein de questions viennent. Moi, je t'ai découvert et j'ai vraiment plein de questions viennent. Une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a amené à devenir comédienne ? Parce que si on regarde, si on cherche, on va
plein de choses finalement, où les gens ont vu plein de fois ton visage. T'as joué dans des séries télé, t'as fait beaucoup de publicité, mais t'as joué dans les séries télé. Tu joues d'ailleurs le rôle d'avocate. C'est ça. T'as même fait des talk-shows où finalement on pensait des histoires où les gens se disputent sur un plateau, mais en fait en réalité c'est des comédiens, c'est voilà. Ça. Et donc t'as joué des tas de rôles comme ça. Comment ça t'est venu l'envie de faire de la comédie ? Alors c'est pas venu tout de suite, parce qu'au départ, comme je pense beaucoup d'enfants, ils ont envie d'abord de plaire à leurs parents. Et j'ai cherché à vouloir plaire à mon père, et donc j'ai fait les scientifiques. Donc j'ai fait d'abord une année de scientifique, on m'a dit ce serait peut-être bien de faire autre chose. Donc j'ai fait une autre option, qui était le latin, parce que mon père aimait le latin. On m'a dit, écoute, il serait bien de faire autre chose. Et puis j'ai le malheur de dire à ma mère, tiens, je ferais bien le métier comme les gens de la télé. Le lendemain, je me suis retrouvée inscrite à l'académie, en option art dramatique. Ouais. Et j'ai été mordue. J'ai aimé pouvoir exprimer, parce que j'étais très 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 timide. On pouvait me mettre dans un coin et je disparaissais et il n'y avait plus personne, on ne savait pas que j'étais là. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Et j'adorais tout ce qui était rôle comique, parce que j'aime ça. Ce que j'ai kiffé faire, c'est, entre autres, le Père Noël est une ordure, le personnage de Zézette, parce que j'aime faire les personnages qui sont le plus vilains possible, le plus arrangé possible, c'est ce que j'aime. Ce que j'aimais, parce que maintenant, j'ai équilibré tout ça. Et je me suis dit, ça c'est pas possible. Je peux pas vivre sans. Ouais. Et puis j'ai fait le conservatoire. Ouais, t'as fait le conservatoire d'art dramatique à Bruxelles, voilà. Ouais. Qui n'a pas été une expérience pour moi des plus extraordinaires. C'est un milieu où on apprend déjà qu'il est requin. Et j'avais pas les armes pour, beaucoup trop sensible, encore pas trop avec la connaissance de l'émotionnel, la confiance en soi loin d'être là. Donc si on n'a pas un minimum de confiance en soi, de connaissance émotionnelle, on se fait vite bouffer. Mais j'ai quand même, j'étais très têtue, mais extrêmement têtue. Donc quand je commence quelque chose, je me dis je vais jusqu'au bout. Voilà, même si ça ne va pas, j'aurais pu changer de conservatoire, mais non. J'avais décidé et je suis allée jusqu'au bout. J'ai travaillé et puis un jour je me suis dit je vais partir à Montréal. Et du jour au lendemain, j'ai tout revendu, ce qui se trouvait dans mon appartement, sans savoir où j'allais dormir. Donc j'avais toujours un grand principe. C'est que j'allais dormir chez les nonnes si je ne trouvais pas. Donc voilà. Mais j'ai trouvé un logement très peu de temps après. D'accord. Donc voilà, ce qui m'a amené, c'est le hasard d'avoir osé dire à ma mère que j'aimais ce que je voyais à travers l'écran. Et ça ne m'a plus quittée. D'accord. Alors là, tu pars à Montréal. Oui. Et c'est là que commence ta carrière ou en fait ça commençait déjà en Belgique déjà. Oui. Moi, j'avais déjà, j'étais déjà connue dans le milieu belge, évidemment. Qui en plus à l'époque les Belges n'étaient pas encore aussi bien cotés qu'ils le sont aujourd'hui, grâce à Benoît Poulvord, grâce aux frères Dardenne aussi, qui ont ouvert les portes à l'accent. Aussi belge, parce que moi, quand j'ai travaillé comme comédienne, il était interdit d'avoir un accent si on passait le casting. Alors que maintenant, avec Dick Henneck et compagnie, tout le monde est parti, Benoît Poulvord, François Damiens, tout le monde est parti là-dessus. Quoi. Ça, oui, mais c'est grâce à eux qui sont arrivés avec leur humeur, leur caractère et leur accent. Sinon, je peux t'assurer que quand je vais faire le casting, c'était vraiment sans accent, sinon ça ne passait pas. Ouais, et quand tu faisais la pub aussi... oui. Tout ça, c'était sans accent. Et que à l'époque, je le travaillais. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu démotivée, c'est que je me perdais je n'avais plus de spontanéité, parce que c'est quand même un travail, c'est une concentration, d'avoir la bonne phonétique. Et moi, j'aime la spontanéité, donc c'est vrai que ça, j'ai un peu lâché. Et c'est Montréal, en fait, je suis partie. Pourquoi ? Parce que ça fonctionnait. Et comme ça commençait à fonctionner, on a les pépettes. Quand on n'est pas armé, on a peur de cette fameuse réussite. Et donc, je me suis amusée pendant des années comme ça à m'auto-saboter. Donc, je suis partie à Montréal. On se fait vite oublier. Je veux dire, quand on part 6 mois, 1 an, il faut tout recommencer quand on revient dans le pays. Ouais. Mais j'ai fait de belles rencontres aussi à Montréal, un pays, je pense que j'irai terminer mes jours là-bas, parce que c'était extraordinaire. Mais j'ai travaillé aussi, j'ai fait des courts-métrages là-bas, et puis je suis revenue. C'est-à-dire que tu as réussi à refaire des courts-métrages, à faire des choses comme ça. Ouais. Oui, parce que j'avais pas peur, moi. J'ai jamais peur de frapper à la porte, de dire voilà. Alors, c'est le paradoxe, parce que tu dis, je suis une grande timide, les problèmes de gestion des émotions, tu te dis aussi, voilà, donc tu nous exprimes une certaine sensibilité
mobilité. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que tu parles de petites filles blessées, donc voilà. Et quand on voit tes vidéos, quand on voit, y compris tes chroniques, parce que t'es chroniqueuse aussi, on en reparlera. Alors ça, par contre, on se dit mais waouh, qu'est-ce qu'elle envoie comme énergie. Et on est à des kilomètres de penser, effectivement, des kilomètres de penser à ça. Alors c'est l'art de la comédienne ou... Non, j'ai appris à travailler sur moi aussi. J'ai appris ce voyage aussi à Montréal où on se retrouve quand on connaît personne. On apprend aussi à devoir travailler. Puis je suis quelqu'un qui aime travailler sur soi. C'est-à-dire qu'au moment où il y a quelque chose, je dis toujours qu'il me chiffonne. Tu as fait une multitude de formations. Alors, tu es sophrologue, tu fais de la réflexologie plantaire aussi. T'as fait aussi clown thérapie. Ça, il n'y a pas beaucoup qui font ça. Hein. Non, c'était ma toute première formation que j'ai faite. En fait, je ne me considère pas comme thérapeute, je ne me considère pas comme sophrologue. C'est vraiment, j'ai voulu apprendre ces méthodologies parce que quand on travaille avec des jeunes, et même des moins jeunes, il y a une possibilité que les gens puissent nous partager des émotions qu'ils n'ont pas eu envie tout de suite de nous partager parce qu'il y a une création de personnage, une improvisation qui sort, un mot qui choque, et donc ils répondent avec leurs émotions. Et pour moi, il était hors de question que mes participants passent la porte en étant complètement bouleversés émotionnellement. Et puis, donc moi, je voulais pouvoir, avec ce ressenti, pouvoir les accompagner quelque part à ce qu'ils ont partagé puisse partir et après et qu'ils soient de bonne humeur en tout cas quand ils partent. Donc c'était vraiment pour être sûr d'avoir un bon accompagnement parce que j'ai déjà vu des personnes qui ne se rendent pas compte que l'outil théâtral peut être très très destructeur s'il n'est pas utilisé correctement. Voilà, c'était dans ce sens-là. Alors, d'où te vient cette forte fibre sociale, en fait? Parce que tu as travaillé pour l'enfance défavorisée, dans le milieu délinquant, alors que tu étais une comédienne, avec ta carrière de comédienne, tu l'as dit, commençait à avoir du Mon succès, réseau était là, oui. Ton réseau était là. D'où ça vient tout ça? D'où vient cette alchimie? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement J'aime l'humain. Ouais. J'aime profondément l'humain. Les enfants me touchent par leur sincérité. Je pense que comme j'étais une jeune femme blessée, j'étais rassurée d'être entourée par la spontanéité des enfants, la spontanéité des adolescents aussi. Que les adultes, le monde d'adulte m'effrayait plus parce que j'y avais vu plus de mensonges et de cruauté qu'autre chose. Et donc je pense que je me suis raccrochée à ça et que j'ai découvert la beauté de l'humain parce que je trouve que oui, l'humain est extraordinaire, comme il peut être catastrophique, mais ça c'est chacun choisit quelle part d'ombre ou de lumière il prend en lui. Mais je pense que c'était en moi. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé aller vers les gens. D'accord. Même si des fois c'est un peu difficile, il me faut du temps, parce que je suis quelqu'un qui aime observer, de voir qui est la personne. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va foncer tout de suite, mais voilà, je suis plutôt une observatrice et puis j'y vais. D'accord. Mais alors là, donc, revenons au premier confinement. Oui. Donc là, tu décides de te lancer, faire ces chroniques, etc. Et tu arrives dans le Pays Basque. À un moment, tu vas arriver dans le Pays Basque. C'est ça. Et je peux pas m'empêcher de revenir à cette web série. Et là, pour moi, c'était une révélation parce que effectivement, je me suis beaucoup intéressé à ta carrière par la suite. Mais d'abord, je t'ai découvert à travers cette web série. J'ai dit, waouh, qui c'est cette nana? Et là, j'ai passé un moment. Et encore une fois, là, c'est la web série, c'est un boss, une chieuse. Voilà, c'est l'histoire censé être le début d'une collaboration, voilà, entre un patron d'école et un metteur en scène, et il y a des tas d'épisodes derrière. On se demande à un moment ce qu'ils vont faire à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais bon, voilà, c'est comme ça. Soi-disant s'entraîner à faire des prises de vue, mais oui. c'est pas la prise de vue qui est rigolote, c'est l'ascension, la montée. Ouais. Ouais, alors donc. Comment t'es venu? Donc t'as contacté Michel et puis alors, vous avez dit tiens, pourquoi on ferait pas un truc ensemble? Parce que lui-même lançait. Non, pas du tout. Non, en fait. Pas du tout. On va rentrer dans la vie privée en même temps. C'est pas une obligation. Non, mais ça me dérange pas du tout. Non, pas du tout. En fait, donc il y a eu ce premier confinement où je fais ces interviews avec à l'époque ma binôme, qui connaissait, en tout cas qui avait dans ses contacts Michel Poulart, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ah ouais. Je ne connaissais pas Michel Poulart, donc je fais écoute, si ça te fait plaisir, ok. Donc moi à ce moment-là,
une interview, on fait des recherches, on voit qui c'est, on s'y intéresse, je fais « Ah oui, quand même !» Donc là, on devient on panique un peu en se disant « Mon Dieu, comment on va faire pour interviewer ce grand monsieur ?» Oui, qui parle fort. Qui parle fort. Et puis je me dis « Oh, comme on dit en Belgique, forte !» Et donc, il accepte notre invitation et on fait cette première interview complètement décalée à la belge où c'est parti dans tous les sens. Mais on a bien ri. Puis voilà, moi je continue mes interviews, puis je sais qu'il fait un talk show, je me dis bon bah pourquoi pas, donc il a fait son petit planning où on mettait les dates qui nous intéressaient, me voilà au talk show, on rigole beaucoup, et puis on n'arrête pas de chatter ensemble. Voilà, pour moi, Michel Poulart, il est très loin en France. Kilomètres, hein. Voilà, moi je suis en Belgique, ma fille a décidé d'être à l'internat en Belgique toujours, je ne vois pas pourquoi je viendrais en France, c'est le confinement, je suis célibataire, tout se passe bien, donc et donc on parle, et il me fait comprendre qu'il ne parle pas juste parce qu'il me trouve fort sympathique, il va me faire comprendre de visu, parce que j'avais rien compris à l'affaire, que lui, il avait envie de passer à autre chose, que j'ai fait « Ah !» Donc, un peu perturbée parce que je n'y étais pas. Puis après, je me suis rendu compte quand même que j'avais envie d'aller voir plus loin. Et puis, je suis descendue. Il est arrivé donc, dès que les frontières se sont ouvertes des deux côtés, parce qu'il ne faut pas oublier que la Belgique a ouvert ses frontières avant la France. Ouais. Hein, dès que les frontières sont ouvertes, on s'est dit, bon, on va voir si ce qui se passe derrière l'écran continue à se passer. Voilà, et puis, on ne s'est plus quitté. D'accord. Ok. Et donc, l'idée de la web-série est venue assez rapidement, finalement. Eh bien, donc, oui, en fait, donc nous, il est venu, on s'est vu en vrai, donc c'était en juin, et puis on s'est retrouvés là, il s'est dit, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler, est-ce que tu veux venir pour travailler? Et puis, alors, dire comment on a eu cette envie de filmer et de déconner, je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'on avait envie, qu'on s'est éclaté pendant ces mois de vacances à aller n'importe où, et moi à faire celle qui râlait, qu'on pouvait plus, que mon boss était insupportable et que je voulais l'arnaquer. Voilà, je sais plus. Mais en tout cas, ça s'est fait et on s'est vraiment un boss qui était un peu désespéré d'ailleurs. Pauvre homme. Non, c'était très très bien. Tu t'es aussi intéressé, tu as fait de la philo. Oui. Ouais. J'ai fait avec, c'est une formation que Frédéric Lenoir propose, et donc oui, j'ai fait les formations à la Fondation Sève. Sève. Ouais. Et parce que quand on travaille avec des enfants, c'est important de connaître, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui travaillent avec des enfants, de voir ce que eux proposent, comment ils pensent. Moi, j'aime bien toujours quand je suis quelque part de m'intéresser toujours à ce que les autres font, parce que ça donne des idées, ça ouvre l'esprit. D'accord. Ouais. Alors pour le coup, là, est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs avec le monde de la comédienne que tu étais, ou que tu es toujours d'ailleurs, mais... Est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce qu'on peut le faire, le pont, ou pas, ou... C'est toujours le travail... L'art permet la créativité. Donc c'est toujours le fait de permettre à l'enfant, l'adolescent, l'adulte de s'exprimer. Et les ateliers philo sont là pour permettre de s'exprimer, d'oser dire les choses, d'oser mettre son opinion, d'oser faire des phrases. C'est pas toujours évident de faire des phrases... Oui, je pense qu'il y a... Et tu continues toujours à t'intéresser, à te former dans le domaine? Alors pour le moment plus, ça fait 1 an plutôt que j'ai décidé de remonter sur scène. Alors, d'accord. Voilà. Alors, comme metteur en scène ou comme comédienne? Non, comme comédienne. Ah oui, d'accord. Ah là, alors, parle-nous un peu de tes projets. Alors, donc, d'abord, comment ça s'est passé? Donc, j'ai travaillé sur le live de la NBS, qui est une des grosses écoles de neurosciences, où Yannick Allais m'a demandé que je travaille avec lui. Par rapport, parce que comme tu disais, je fais des chroniques de fin. Ce qui l'intéressait, c'est que j'écoute toutes les conférences et que je lui note tout ce qui était punch-in line, et que je lui fasse des petits résumés, que je lui dis voilà, ça c'est l'enchaînement de tel, parce que bon, c'est pas toujours évident de le faire. Donc j'ai travaillé à la coécriture avec lui, et là j'avais une binôme que j'ai rencontrée qui s'appelle Delphine, et on s'est dit bonjour comme si on se connaissait depuis des années. Ouais. On se parlait sans chercher à essayer de comprendre qui on était. Voilà, ça a été très très fluide. Donc j'ai passé un week-end intense sur ce travail. Et puis le lendemain, je lui dis est-ce que ça te dit de remonter sur scène? Voilà, je t'explique le projet. Alors à ce moment-là, tu faisais déjà les chroniques sur Clubhouse ou pas? Oui, ou c'était ça?
En fait, parce que il y a aussi sur Clubhouse, moi j'ai vu des chroniques où à la fin tu résumais en fait tout ce qui s'était dit. C'était ça. Là. Oui, donc il y a d'abord eu Clubhouse, puis il y a eu la NBS et le projet. D'accord. Et donc je lui ai proposé, elle hyper ravie parce qu'elle a adoré l'idée où je voulais en venir. Elle connaissait un metteur en scène qui, une fois qu'il nous a entendus toutes les deux, le lendemain, il a dit, écoute, moi, j'ai envie de participer, mais pas que en metteur en scène, j'ai envie de faire le lien de votre histoire. Et je trouvais qu'il y avait un bel équilibre de femmes avec un lien masculin. Donc voilà, on se voit en septembre pour commencer l'écriture. On a déjà un petit peu commencé. Et là, ça sera alors sous quelle forme ? Sous forme de conférence, sous forme de série web, vous savez, ou vous n'avez pas encore réfléchi à ça ? La réflexion, c'est qu'en tout cas, si je remonte sur scène, c'est pour partager quelque chose, pour mettre une graine dans les gens qui auront envie de la recevoir. J'ai pas envie de faire juste quelque chose pour être sur scène, ça ne m'intéresse pas d'être juste sur scène. Est-ce que ça va être sur une forme de conférence ? Ça ne va pas être travaillé comme une conférence, ça va être travaillé avec des idées, avec ce qu'on a envie de dire, et puis on va voir qu'est-ce que ce trio va donner. Moi, ce que je veux travailler, c'est que j'aimerais qu'il y ait de la danse, j'aimerais qu'il y ait des silences, parce qu'il y a aussi des choses qui passent par à travers le silence, de la vidéo, du chant, donc que tous les arts soient travaillés, parce que je veux travailler sur la féminité, sur le corps, sur la place du corps de la femme, qui est très maltraité et que nous maltraitons très mal et qui est douloureux des fois pour les femmes, qu'elles soient minces, qu'elles soient rondes. Voilà, moi, en tout cas, mon message à moi, ça va être le travail de la féminité, de la douceur, parce que, à savoir que je m'appelais quand même Pintruck. Comment ? Pintruck, on m'appelait. Parce que, la place de la féminité a été très difficile. J'ai plutôt été en mode camion, comme ça, et on y va. Donc voilà, ce sera le message, c'est que c'est important d'avoir sa part de féminité, malgré les blessures, etc. D'accord. Donc, oui, on a pensé qu'on aimerait que ça puisse aller pour le corporate, mais est-ce que ce sera pour le corporate ? Je pense qu'on a envie d'abord de laisser l'écriture. On sait que ce sera pour être joué en novembre de l'année prochaine. Donc ça, on a du temps. Novembre 2022. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, novembre 2022. Mais on se laisse d'abord voir où l'écriture va jusqu'en janvier. Et puis à ce moment-là, on décidera. D'accord. Ce que tu en fais, parce que tu es aussi metteur en scène. Oui. D'accord, donc tu as finalement les deux qualités requises pour faire la chose. Même si ça doit être difficile de se mettre en scène soi-même. Donc je ne suis pas du tout comédien, moi. Oui, mais on peut avoir les idées. Parce que moi, je suis visuelle. Donc quand j'écris, je l'écris avec des images. Donc les images permettent aussi de voir comment on a envie que la mise en scène se passe. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées pour quelques éléments de décor. J'ai déjà les idées de lumière. Donc moi, je travaille très dans le visuel. Donc... mais c'est bien d'avoir de l'extérieur, de toute façon. Et tu n'as pas forcément de projet de retourner à la télévision, ou au cinéma, ou au théâtre classique, quelque chose comme ça ? J'adore le travail de la caméra, tout ce qui est photo aussi, j'adore. J'ai fait beaucoup de photos aussi à l'époque. Oui, c'est juste. Ouais. Mais bon, il me reste très peu. C'est grâce à Michel que la bande démo a été faite, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui me met en avant, et donc ça l'a énervé beaucoup. Donc c'est lui qui a retrouvé très peu d'images, mais il en a retrouvé par rapport à ce que j'ai fait, je veux dire. Et donc c'est lui qui m'a fait le montage. Mais oui, moi je voudrais être à la télé, mais j'aime les chroniques, quoi, ou à la radio. Oui, voilà. La chronique, c'est vraiment ton truc. Ah, j'adore. Ouais. Alors, moi, je vous invite vraiment, chers auditeurs, si vous avez un moment, mais faites-le, parce que vous allez voir, vous allez passer aussi un bon moment, je remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré, que j'ai trouvé super hilarant, c'est Ceci n'est pas un interview. Et vous verrez Anne dans toute sa splendeur, notamment Ceci n'est pas Anne, ceci n'est pas... et en fait, d'où est venue cette idée-là ? Alors ça, si je pouvais si je pouvais recréer cette émission, j'adorerais. Mais ça prend énormément de temps. Donc Ceci n'est pas une interview, où je mettais en valeur mes invités à travers des témoignages d'amis, de famille. Ça prenait énormément de temps parce qu'il faut contacter tout le monde, il faut courir après les vidéos, il faut courir après les témoignages. Mais c'est vrai que j'ai adoré ça. Alors comment c'est venu ? Une fois que mes interviews avec ma binôme s'est terminées, on est mordu et on a envie. Moi, j'aime mettre les gens en valeur. Comment j'aime créer de l'émotion. Et puis je me suis dit, c'est génial d'avoir des interviews des autres. Puis je me suis lancée en me disant, on y va.
Et on y est allé, les gens les invités ont adoré. J'ai eu énormément de retours. Alors j'étais très dans le surjeu parce que c'était le confinement, autant j'avais un drapeau sur ma tête. Voilà, j'avais pris cette image-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais le refaire, je le referais avec un petit peu moins de décalage, tout en restant dans le décalage, mais avec moins d'accent. Et donc les gens ont adoré à un moment donné, j'ai même eu une demande, mais malheureusement, il est décédé. Maintenant, c'était le danseur qui est décédé. Oh mince. Français, oui. Patrick Dupont. Voilà. Et ils étaient tous les deux intéressés de faire partie de l'interview. Et puis, il me fallait beaucoup de temps pour le faire. Et le déconfinement s'est fait et j'ai plus pu le faire. J'ai dit quel dommage j'aurais pu. Ouais, franchement, c'était vraiment une chouette émission. Ouais, j'aurais pu avoir. Vous pouvez retrouver ça. Ceci n'est pas un interview et vous retrouverez vraiment je dis vraiment, c'est une émission hilarante que vous trouvez sur YouTube d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, si je pouvais la refaire, oui, ça ce serait. C'est un concept que j'adore. Puis tout le monde est valorisé. Moi-même, je me sens valorisée de voir mes invités émus, où j'ai eu un père qui m'a dit « Écoute, grâce à toi, j'ai eu le message de ma fille. Ça nous a rapprochés encore plus. Je voulais te remercier parce que c'était trop beau. » Ça, c'est juste bonheur. Et ça a rassemblé un peu tout ce que j'aime. Parce que je fais un portrait au début, donc ça reste dans la chronique. Je fais un résumé à la fin, ça reste dans la chronique. Puis j'aime le moment des conversations. Donc ça résumait bien tout ce que j'aime faire. D'accord. Voilà. Donc j'espère qu'un jour je pourrais... Ouais, franchement, c'était une belle réussite. Avant de venir à tes spécificités, et on a parlé un tout petit peu de projet, la question naturellement que peut-être les auditeurs se posent et que moi je me pose, c'est quand on a une carrière à la télévision, dans la publicité, qu'on fait des séries, des films, des talk-shows, etc. Tu dis que le système t'a poussé à aller finalement t'as décidé de le quitter à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne suis pas quelqu'un qui pousse les gens dans le ravin. D'accord. Voilà, c'est un milieu où c'est comme ça. La demande n'est pas nombreuse pour le nombre de personnes, de comédiennes, en tout cas dans le monde des comédiennes. Il y a très peu de place. Et moi, j'étais plutôt à ouvrir la porte, à dire « Oh, tiens, on pourrait aller au même casting ». Sauf qu'au moment où j'ouvrais la porte, les gens y rentraient, mais moi, la porte, elle se refermait. Et donc, moi, voilà, j'ai pas aimé cette énergie. C'était trop compliqué pour moi. C'était trop de lumière. T'as pas senti la confraternité où voilà, non. On y va ensemble, on fait les trucs, on essaie de. T'as eu le sentiment que quelquefois ta gentillesse ou ma naïveté, je pense. Ma naïveté. Ouais, n'était pas faite pour ce milieu. Je pense que je me suis créé un monde de bisounours pendant toute une période. C'est intéressant. Voilà. Pour X raisons, c'était important de se créer ce monde où on était dans ce monde fameux de bisounours et que ça a été compliqué de comprendre que non, la vie c'est pas ça, mais c'est pas grave non plus. C'est comme ça, il faut juste prendre confiance ce qui est pas non plus évident, prendre confiance en ses capacités, en ses valeurs, en ses besoins, et tout ça je l'avais pas. Et donc j'ai préféré m'éloigner, mais sans souffrance, parce que j'ai découvert plein d'autres choses. Et puis à l'époque, j'ai rencontré le père de ma fille, où là, le monde s'est arrêté. J'ai travaillé pour sa société, et puis j'ai eu ma fille, et je me suis arrêtée à ce moment-là aussi. J'ai créé autre chose, et puis ça s'est terminé, où je me suis dit, tiens, c'est bien que ce soit terminé maintenant. Il est temps maintenant de penser à soi. D'accord. Alors, c'est après cette période où tu as vraiment fait un gros travail de développement personnel ou... Tu t'es beaucoup formée. Hein, oui, je me suis pas mal formée, mais c'est après la rupture avec le père de ma fille où j'ai dit, là, il y a un mécanisme qui n'est pas juste. Il est temps maintenant que le passé prenne la place du passé et qu'on apprenne à se découvrir. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai fait un gros travail. D'accord. J'avais fait un petit en amont, mais le gros travail s'est fait durant cette période. D'accord. Et à ce moment-là, c'est là aussi où tu dis je vais faire les ateliers de réinsertion, c'est tout ça. J'avais un besoin de reprendre contact
Je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de voir que je pouvais accompagner, que mon empathie, parce que j'ai de l'empathie, j'ai quand même de la compréhension aussi de l'autre, je le comprends assez facilement. Une fois que je me mets dans ma bulle et que je suis avec eux, ça m'a beaucoup aidé de voir l'importance que je pouvais avoir pour eux. Et donc, les jeunes m'ont permis de grandir et de prendre confiance en moi. Mes élèves m'ont toujours permis. Chaque fois, je disais, ils me font grandir et ils me font montrer que voilà, ce que j'offre a de l'importance. Ce que je n'avais pas le sentiment à l'époque. D'accord. C'est-à-dire, en fait, tu sors du milieu du cinéma et de la télévision, etc., tout ce que l'on connaît, et tu n'as pas réussi à emmagasiner le fait d'être une personne vue à la télévision, le bagage de confiance en toi, tu avais toujours ces doutes, en fait, c'est ça? Ah oui, et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti, parce que j'ai fait mes cartons, donc fatalement, quand on fait ces cartons, on retrouve, et j'avais, vous savez, les anciennes plaques Kodak, là, avec les... comment ça s'appelle encore? Les pellicules. Les pellicules. Ouais. Et puis je revois des séries de photos et je me dis, mais mon Dieu, cette jeune fille qui était si jolie, et j'étais maigre comme c'était pas possible. Et je me dis, mais comment ça se fait que quand tu te regardais dans le miroir, tu pouvais pas te dire que tu étais jolie? Je dis, bordel, tu faisais des photos, donc ça prouve quand même, tu vas me dire, mais ça prouve quand même que si tu fais des photos et qu'on t'appelle... Si on te prend aussi pour la publicité... Voilà, si on prend... Parce que la publicité, les photos, c'est pour un physique. Il faut pas se leurrer, ça vend du rêve, ça vend quelque chose. Et à ce moment-là, je dis, mais tu vas perdre ton temps encore pendant combien d'années? Tu vas perdre ton temps pendant combien d'années à te dire que tu es laide, que tu ne ressembles à rien? Je dis, peut-être à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et comme dit souvent Michel, il dit, et si on arrêtait, et si on se foutait la paix? Donc, c'est à travers cette photo que j'ai accrochée à mon bureau, parce que je veux qu'elle reste là pour me rappeler que cette jeune fille a perdu un peu beaucoup de temps à ne pas s'apprécier et à fuir ce qu'on lui proposait. Et c'est grâce à mes ateliers, quand j'ai un souvenir comme ça d'atelier de réinsertion, où j'ai un groupe, où quand j'arrive, je dis aux éducateurs, je ne veux personne dans le local, je ne veux qu'eux. Je les vois blêmir. Je dis, pourquoi? C'est des délinquants. Je dis, soit je fais l'atelier entre nous, soit ça ne sert à rien puisqu'ils ne pourront pas être spontanés. Bon, on va vous mettre dans telle pièce. Donc, j'en avais un éducateur derrière une porte, l'autre de l'autre côté. Et donc, j'arrive et il me voit. Dame, on va être tout seul avec vous? Et je fais oui. Alors, la seule question que j'ai à vous poser, est-ce que j'ai tort ou raison de vous faire confiance? Si vous me dites que j'ai tort de vous faire confiance, alors je passe la porte et l'atelier se termine là. Non, vous pouvez me faire confiance. Ok. J'ai eu une semaine extraordinaire. Bon, au départ, c'était limite leur impro, mais après, j'ai vu l'évolution et ils étaient vraiment super contents d'avoir eu cet espace-là. Bon, malheureusement, les finances ne suivent pas en Belgique pour ce genre d'atelier et je n'ai pas pu continuer. Tu as fait une troupe de théâtre aussi? Alors, je n'ai pas fait une troupe de théâtre. Non, tu as participé. C'est la troupe de théâtre qui a souhaité que je vienne... D'accord. Voilà, que je vienne faire leur mise en scène. Donc, c'est Mylène. C'est à ce moment-là que tu es devenu metteur en scène ou c'était déjà avant dans ta formation? Oui, moi, je l'étais déjà dans le sens où je donnais beaucoup de cours de théâtre. C'est moi qui gérais le spectacle, c'est moi qui faisais la mise en espace, c'est moi qui réfléchissais, c'est moi qui disais voilà comment ça va se passer, les lumières. Donc, tout ça, je l'avais déjà fait. Et donc, je suis contactée et c'est pour faire de la mise en scène avec du chant. Et c'est ces jeunes qui avaient écrit eux-mêmes cette comédie musicale. Et je me suis éclatée à faire ça avec eux. Mais surtout, ce qui était important, c'est que je voulais qu'ils y mettent leurs propres pattes. Donc, on discutait ensemble. Bon, j'avais mes idées, évidemment, de mise en espace, de lumière, de ce qu'il fallait. Mais je voulais qu'ils créent leurs costumes, qu'ils soient vraiment... que ce soit une équipe qui crée ce spectacle. Et c'est ce que je suis arrivée. Et puis, le plus bon compliment, c'est qu'on m'a dit que c'était la première année que c'était aussi bien. Waouh, voilà. Cool. Oui. Aujourd'hui, tu fais de la formation, tu accompagnes les entreprises ou les personnes qui veulent
apprendre la prise de parole en public, entre autres. Hein. Tu fais des formations aussi. C'est ça ton actualité. Alors, au-delà des projets dont tu nous as parlé, alors Anne, aujourd'hui, c'est quoi? Alors, Anne, aujourd'hui, est en changement. Donc, elle sait qu'elle a décidé de remonter sur scène, qu'elle va jouer en novembre 2022. Et ce mois-ci, elle a décidé qu'elle allait bien réfléchir d'avoir une seule ligne de conduite et de s'y attacher parce que j'ai beaucoup d'idées qui viennent à la fois et je me fatigue par moment. Donc, en tout cas, je sais que je veux continuer à me diriger dans tout ce qui est chronique. J'ai déjà, par exemple, pour les sociétés, ça m'arrive qu'on m'engage pour que je fasse le résumé de la séance qu'ils ont eue et de mettre un peu de fun à la fin. Tu fais le résumé à la manière de Anne. C'est ça. Ah oui, toujours. Hein. À la belge, comme je dis. En général, on voit ce que ça veut dire. Voilà, c'est à la belge avec un peu d'humour décalé. Mais je travaille donc déjà aussi. Donc on m'engage pour donc faire ces résumés de fin de synthèse, on va dire. C'est des synthèses, des réunions. Et là, je réfléchis à un concept qui ne m'appartiendrait qu'à moi, avec tout ce que je sais faire et que je pourrais proposer. Est-ce que ce sera en mode MC? Est-ce que ce sera sous une autre forme? Les idées sont là, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire vers quelle ligne je vais, parce que c'est le travail de ce mois-ci. Ça veut dire, en fait, tout est... Je vais essayer de prendre le mot juste, mais toutes tes compétences... qui sont les tiennes aujourd'hui, qui sont... T'as vraiment une vie vraiment passionnante. Hein, voilà, alors, en tous les cas, sur ce que moi j'ai pu, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu faire en préparant cette émission, c'est ça qui fait que ça foisonne et que tu te dis j'aimerais faire quelque chose de tout ça, en fait, parce que aujourd'hui tu fais tu interviens aussi pour les entreprises et les organisations. En tous les cas, tu l'as fait, même si c'est pas là aujourd'hui à la minute. Voilà, on est en période de rentrée, mais voilà, tu le fais. Tu fais de la prise de parole, tu fais de la synthèse, tu fais de l'animation de séminaires, etc. Oui. Et j'ai lu quelque part, tu parles de mes révolutions moments. Je me suis dit, c'est quoi mes révolutions moments? Mes révolutions moments, j'ai écrit ça. Oui. Oh mince. Oh zut. J'ai vu ça quelque part sur un... Révolution. Parce que des fois j'écris, hein. J'aime beaucoup écrire, donc des fois je peux écrire des choses. Je pense que c'est en même temps que tes formations ou des choses comme ça. Je sais, il faut que je pose la question, c'est quoi ces révolutions? Eh bien, je ne sais pas. Vous voyez, elle a une vie tellement riche, Anne, qu'en fait... Mais il faudrait que je sache où c'est pour que je me dise qu'est-ce que ça a voulu dire. Mes révolutions moments, qu'est-ce que j'aurais voulu dire par là? C'est pas... Non, je suis désolée, je ne vois pas dans quel concept, dans quel moment je l'ai mis. Non, ça me dit... Non, désolée. Alors... Bon, c'est pas grave. Révolution, non, mais je vais chercher, hein, mais révolution moments. Cherche un peu. On trouve, si tu cherches. C'est pas, je ne peux pas te dire où je l'ai trouvé. En préparant l'émission, j'ai lu ça. J'ai dit, tiens, il faut que je pose la question à Anne. Alors, tu as aussi mis en place la semaine du rebond. Oui. Ça, c'est ton truc, ça. C'est un kiff de fou. En plus, le faire avec son compagnon, parce qu'on s'entend bien, on travaille bien ensemble. Et je trouve on fonctionne bien. C'était juste bonheur. Interviewer, quoi. Moi, j'ai pas interviewé, c'était Michel Poulart qui faisait les interviews. Moi, j'avais juste un petit passage du cap au pas cap. Je faisais le portrait et je faisais la chronique de fin. Donc, ici, ça se passait, j'étais assise dans le studio, coincée à lire et à gratter ce qu'il fallait gratter pour faire un résumé de fin. Ah, j'ai adoré. Mais on refait, hein. On la refait. Ah, d'accord. Ouais, on fait une deuxième saison, ce sera pour février. Février 2022, alors. Oui, c'est ça. D'accord. Ne portez pas la poisse, hein. C'est pas une saison de... On espère qu'on va pas se retrouver enfermés à nouveau. Mais non, soyons optimistes. Pardon. Optimiste. Ah, d'accord. Oui, gestion des émotions. Tu fais aussi de la formation, gestion des émotions. Oui, je pourrais le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai encore envie de le faire? Je vais le faire plutôt là en vidéo. Donc ça, ce sont tout ce que tu as lu. Tu vas faire des capsules, Je vais faire des capsules. Donc ça, elles sont pas encore faites, c'est en projet. C'est ça aussi que je dois faire ma ligne de travail. Donc effectivement, je vais faire des petits... C'est très court en fait.
Je veux pas quelque chose de long, c'est juste des petites explications, c'est des petits modules, voilà. Des trucs, efficaces, des tips tac, où les tac, personnes voilà. vont savoir finalement comment toi qui avais des émotions débordantes, tu arrives maintenant à les réguler, quoi. C'est ça en fait. En tout cas, je les vois arriver. Tu les sens venir. Je Oui. les vois arriver. Ouais. Mais oui. Bah, ça s'apprend. Ça. C'est surtout la connaissance de soi, hein, Ouais. et l'acceptation qu'on en a aussi. Je renvoie les auditeurs sur l'épisode numéro 1 avec Mélanie Lédier sur l'intelligence émotionnelle aussi. Ah. Voilà. Voilà. Et tu fais de la cohérence cardiaque. J'ai vu ça aussi. Oui, alors ça, je l'avais. En fait, moi, j'ai ça aussi. Ça va faire partie des modules. Ça va avec d'ailleurs, hein, gestion des émotions cohérence cardiaque. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment des petits modules parce que ce sera à petit prix, de manière aussi que les gens puissent avoir des vidéos voilà, rapides. Mais oui, la cohérence cardiaque, moi, je la fais avec les chakras. D'accord. Donc, en actionnant les chakras, etc. Mais voilà, tu peux nous en dire 2-3 mots. Alors, rapides. C'est-à-dire que donne-nous envie. Soit on croit, on n'y croit pas au chakra, mais peu importe. Non, si on prend, donc on a le chakra rouge qui est le chakra racine. Donc la cohérence cardiaque, c'est un rythme donc particulier de respiration. Moi, ce que j'ai fait avec la cohérence cardiaque, c'est que selon le chakra, donc ici, si on prend le chakra racine, on va travailler sur ce qui est de la mer, sur ce qui est de l'enracinement. Moi, j'étais quelqu'un de très déraciné, je vivais dans la stratosphère, très beau. Et c'est important de pouvoir poser ses 2 pieds au sol. Et donc, avec un texte que je vais dire, que je vais proposer, un mantra pour certains, bien, je vais proposer en fait de se poser. Et la cohérence cardiaque, c'est juste ça, on peut trouver des exercices de cohérence cardiaque sur le net, on trouve. Et ça, c'est un outil que j'ai vraiment pas mal pratiqué, un petit peu moins pour l'instant, mais moi, j'ai la chance de pouvoir aller jusqu'à la mer. Donc, la mer me suffit pour me poser. Et donc, ça, grâce à cette respiration, ça permet de faire une accélération du cœur et de pouvoir aussi se poser. Et ça régénère pas mal de cellules si on le fait 3 fois par jour. J'invite vraiment les auditeurs à aller découvrir ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. La cohérence cardiaque, il y a plein de choses qui sont sur YouTube. C'est vraiment super intéressant. Tu médites toi-même? Tu as des rituels de méditation? Alors j'en ai eu à un moment donné, mais aujourd'hui ici le rituel c'est plus prendre soit le vélo ou le scooter ou la voiture, mais aller à la plage et regarder juste la mer. D'accord. Là, quand ça a été la période fin de confinement, ça a été un peu compliqué. Et dès que je regardais la mer, j'avais l'impression que la mer avait emporté les peurs, les angoisses et me régénérait. Sinon, dans le rituel, ça va être... Je suis pas quelqu'un qui se dit... je suis pas militaire. Ça, c'est impossible. Moi, ça, c'est mon malheur. Moi, me retrouver dans une structure comme ça, je serais beaucoup trop malheureuse. Non, donc ça, j'ai pas du tout. Mais j'ai plutôt un rituel de... Tiens, quand ça va pas, je vais m'écouter. Je vais aller profond pour me dire ok il y a un truc qui coince, ça va pas, donc c'est pas toujours évident avec les personnes qui vivent avec moi parce que ça veut dire que pendant 2-3 jours je vais être focalisée sur ça et je vais provoquer aussi la peur qui est là et puis après pour me permettre, donc mon rituel c'est plutôt essayer de toujours être au plus proche de qui je suis. Quand tu as ces périodes-là où tu dis ça peut durer 2-3 jours ou tu as réussi à donner un temps là-dessus en te disant tiens là j'ai une tempête émotionnelle ou quelque chose qui m'arrive ou je sais pas le moral, c'est normal. Tu sais à peu près combien de temps ça dure? Moi, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Donc, ça a duré 3 jours où ma fille... 2 jours, ça a duré 3 jours, donc on y est encore. Non, c'est fini, ça a duré 3 jours et j'ai pu libérer ça il y a 2 jours. Non, ce que je voudrais arriver à changer quand je suis dans ces moments de réflexion, c'est que ça n'impacte pas l'environnement. Et là, aujourd'hui, je suis encore dans... Parce que quand j'ai ma fille qui me dit « Mais qu'est-ce que t'as, maman ?» et que pour moi, je n'ai rien, évidemment. Pour moi, j'ai l'impression que tout va bien, que je fais paraître que tout va bien. Mais ça, je voudrais encore y travailler. Dire « Ok, tu peux vivre un tsunami intérieur, mais les autres ne sont pas obligés non plus de le vivre. » Donc ça dépend. Il y a des fois, ça va durer 3 jours. Mais ça, Michel me l'a dit. Il dit que c'était une des rares personnes où quand t'as compris, une fois que c'est compris, on n'a plus besoin de t'en reparler. Et ça, toi... Ça peut être genre, tu t'endors et le lendemain, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est comme ça. J'ai ce besoin aujourd'hui d'être toujours à l'intérieur pour être vraiment plongée dans cette problématique et me dire,
c'est vraiment désagréable, et faire ok, c'est désagréable, on fait quoi? On formate son cerveau de quelle façon? On pose quel acte? On voit la vie comment? Et voilà, j'ai eu cette discussion avec Michel en disant, toi, tu vois ça comment? Tu fais ça comment? Ok, c'était sur le mensonge, c'était le thème du mensonge qui était dans mon esprit. Ok, le mensonge, c'est pour toi comme ça, ok. Et parce que bon, moi, j'étais pour moi, le mensonge, c'est genre, tu me dis pas un truc, machin, j'étais vraiment... Voilà, parce que j'ai tellement eu de mensonges dans ma vie que, vous savez, c'est quand on mange un plat de pâtes, et à un moment donné, on veut plus en entendre parler. Voilà, donc j'ai reformaté ça et je me suis sentie libre. Mais c'est vrai que je n'arrive pas encore toujours à ne pas faire impacter mon entourage. Mais j'y arriverai. Oui. C'est la prochaine étape. D'accord. Merci en tous les cas pour ce partage. Tu fais aussi... j'avais une vidéo que j'ai adorée aussi sur YouTube. Anne me regarde avec ses grands yeux. Tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'il va me trouver encore? Pourvu qu'il ne me dise pas encore un truc que je ne vois pas, comme tout à l'heure. J'ai une vidéo, message aux parents et futurs parents. J'ai trouvé que c'était d'une grande profondeur, cette vidéo YouTube. Ah oui, t'as vraiment, vraiment fouillé. Hein. Ça date, oui. J'ai trouvé que c'était superbe. Oui, je sais. Comment ça t'est venu, cette idée d'ailleurs, de faire... balancer ça, en fait, message aux parents et aux futurs parents? Souvent, quand je fais ce genre de... L'idée, c'est aimer vos enfants, quoi, en fait, hein, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est souvent, soit parce que, comme j'ai travaillé beaucoup avec les enfants et que du coup, j'ai les parents en face aussi, ou soit parce que je le vis avec le père de ma fille, peut-être. Donc, c'est quand il y a quelque chose qui me vient en pleine figure et que j'en ai marre. Et que je dis maintenant, ça suffit parce qu'il faut arrêter d'être est-ce que je crois que c'est pas assassin que j'ai utilisé comme mot. J'ai dit qu'il fallait arrêter. Je ne sais plus. C'est quelque chose comme ça. Mais c'était très puissant. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai bien aimé. Et donc j'ai pris mon téléphone et je dis maintenant ça suffit. J'en ai marre parce que si on n'éduque pas nos enfants, si on n'écoute pas nos enfants, nous pouvons leur faire énormément de tort. Et je crois, allez, c'est ça, je suis en train de me reconnecter à ce qui s'est passé. Et j'en avais un petit peu marre, moi, de voir mes élèves qui me disaient « Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois ma maman ? Qu'est-ce que c'est bien avec toi, on peut parler ?» et dire « Mais vous en avez pas marre de faire des gosses si c'est pas pour s'en occuper ? Est-ce qu'on en a pas marre de ne pas être attentif ? Alors, votre enfant, c'est pas votre enfant. Aujourd'hui, ma fille, c'est ma fille. Elle a son identité, sa recherche d'identité. C'est pas toujours évident, mais c'est la sienne. Et on doit être là à côté d'eux. Beaucoup de parents sont des missionnaires, ça me rend dingue. Beaucoup de parents, ils les placent, les parquent dans des activités et ne s'en occupent pas. Et c'était un moment de révolte où ça me faisait mal de voir ça me faisait mal de voir la souffrance de certains de mes élèves. Et je dis que c'est bon, quoi. Mais ça n'a pas été bien accueilli par tout le monde. Oui, enfin moi j'ai trouvé que le message était puissant, profond, voilà, et moi qui suis parent de 4 enfants, ça me fait du bien aussi de temps en temps, et j'essaie vraiment moi de faire attention à mes enfants, mais j'ai commis des erreurs, comme tous les parents. Oui, mais moi aussi, mais bien sûr, il n'y a pas, mais si on veut faire des enfants, on est responsable de ces enfants, on est responsable de les accompagner, on est responsable de les écouter. Sinon, si on se dit qu'on ne veut pas perdre du temps à écouter son enfant, non, faites-vous opérer et qu'on n'en parle plus. Je sais pas si c'était dit comme ça, mais en tous les cas, non, c'était pas dit comme ça parce que, mais voilà, c'était à peu près ça. Ça te vient d'où l'inspiration, parce que ce soit pour tes chroniques sur Clubhouse ou sur tout ce que les web-séries, naturellement, ceci n'est pas une interview. D'où te viennent tes inspirations ? Alors, par rapport aux chroniques, j'aime écouter. J'aime beaucoup écouter. Mais j'écoute, je suis dyslexique, alors je ne sais pas si c'est ça qui me fait écouter d'une façon différente. Parce que je n'entends pas toujours les phrases. Tu as souffert de ta dyslexie aussi ? Oui. Et c'est toujours un peu compliqué parce que des fois, donner une explication à quelqu'un, c'est pas toujours évident parce que moi, je la vois. C'est ça que souvent, quand je rencontre les gens, je dis, moi, je vais vous dire les choses, mais je vois les mots, en images. C'est pour ça que le mot clair,
Ça peut être un clair de lune, ça peut être clair la fille, ça peut être plein de choses. En fait. Et donc, là, je suis en train de dire... je suis parti des inspirations. Voilà, l'inspiration. Je t'ai fait digresser aussi. Alors, je vais revenir sur l'inspiration. C'est que on peut utiliser le mot connexion. Je me connecte à ce que je ressens. Comme je suis vraiment une émotionnelle, c'est que ce que je ressens et ce que j'ai le sentiment qui va être important pour les gens qui écoutent. Et je vais reprendre des mots-clés. Et surtout, ce qui est important, c'est de se dire, oui, mais avant les mots-clés, c'est quel est le fil conducteur. Et je me mets le fil conducteur. Donc, des fois, j'écrivais quand on était dans un avion, etc. Ben, j'avais décidé que c'était un voyage. Ok, fil conducteur, voyage, avion. Puis je mets les mots-clés. Et puis après, je réécris. Donc, l'inspiration vient à travers les autres, à travers ce que j'entends. Par rapport à... Et attends, ça, c'est les chroniques. Et puis, tu m'avais posé l'inspiration par rapport à quoi? Ah oui, par rapport à la web série. Ça s'est fait en commun avec Michel. Donc, nos idées sont lancées. Donc, on a joué au tennis un peu. Hein. Je lance une idée, je t'en lance une autre. Ok, on y va. Deux créatifs ensemble, voilà. Ça marche bien. On y va, on verra ce que ça fait. On l'a fait pour nous. Juste pour nous faire plaisir. En plus, on venait un petit peu d'être ensemble. Donc, ça nous permettait aussi... quelque part d'être Mais ensemble. Ceci n'est pas une interview aussi, c'était alors comme ça. Alors ceci n'est pas une interview. Donc... En fait, c'est intéressant parce que dans quelques minutes, vous n'assisterez pas à une interview. Il n'y aura pas d'invité. Il n'y aura pas d'invité. Voilà. Ceci n'est pas un invité. Voilà. Ceci n'est pas Anne. Ceci n'est pas... C'est parti parce que c'est belge. Ceci n'est pas une pipe. Ouais. Et c'était pour rester sur cette connotation belge qui me faisait rire. Et puis... je me suis dit, ça marche. Alors, il faut aller à fond. L'idée plaît. D'accord. Donc, l'inspiration, elle t'est venue aussi comme ça, en fait. C'est ça. Ouais. Dans la déconnade. Et j'ai compris que ceci n'est pas une interview. Ça fonctionnait. J'ai dit, alors, il faut le jouer à fond. On le fait pas à moitié. Donc, si c'est pas une interview, c'est pas un invité, c'est pas une surprise, c'est rien, quoi. Et c'est pas moi non plus. Et c'est pas moi non plus, et c'est pas de ma faute. Voilà. Et ça, les gens, c'était très gai parce que je voyais passer les commentaires en disant, attention, ceci n'est pas Anne. Et donc, les gens jouaient à ceci n'est pas. Oui, ça vient comme ça. Ça va. Et puis encore aussi. J'ai la chance que mon compagnon soit créatif, donc dès que je lance une idée, je suis sûre qu'il va me lancer une suite. Et puis voilà, on tend souvent à jouer au tennis ensemble. Super. Et comment tu gères cette formidable énergie alors? Parce que là, je t'ai demandé l'inspiration, mais ton énergie, parce que c'est quelque chose, encore une fois, à l'écran, ça passe vraiment bien, et on sent vraiment beaucoup d'énergie. Comment tu gères ça, en fait? Moi, je la gère bien. Il faut me demander à l'entourage si voilà, je suis content parce que je retrouve le rire de Anne. Alors, ça peut être fatigant. C'est une énergie qui peut être fatigante parce qu'on a envie d'aller dans tous les sens, on a envie d'aller à gauche, mais on a aussi envie d'aller à droite. Parce que j'ai dû apprendre, c'est me dire, ok, alors on va se calmer quand même, hein. On va quand même essayer de faire qu'un chemin à la fois. Ouais. Moi, ça a été, c'est très douloureux d'abandonner. J'ai l'impression que j'abandonne quelque chose, mais non. Pourtant, tu as été capable à un moment de dire, je plaque tout, je pars à Montréal. C'est ça. Oui, mais je suis toujours capable de ce genre de choses. D'accord. La preuve, j'ai plaqué tout en Belgique et je suis arrivée ici, dans le sud-ouest de la France. Moi, je la gère bien parce que ça fait partie de ma personnalité. Mais ça t'a joué des tours déjà? Oui, parce que on a l'impression des fois que je suis en surjeu, que je ris trop fort, que je parle trop fort, mais des fois j'ai un enthousiasme un peu débordant. Ouais. Et donc je dois essayer de temps en temps de me dire, il y a des endroits où on peut rire très fort et des endroits où il ne faut pas rire très fort. Quand tu fais de la comédie, tu es capable de rire très fort, ça c'est clair, on la voit, etc. Et alors, le déclic entre cette formidable énergie et ce que j'ai pu deviner de l'enfant, pas introverti, mais peut-être qui a souffert, tu parlais de la dyslexie, etc. Tu dis que tu étais timide, tu as dit tout à l'heure au début de l'émission que j'étais timide, etc., manque de confiance en moi, et par contre, il y a une énergie de folie maintenant, alors... L'énergie a toujours été là, elle m'a sauvée quelque part. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé de rire de moi. C'était une des premières choses que j'ai faites. Tu pratiquais l'autodérision. Voilà, l'autodérision, elle a été présente, mais des fois trop, parce que des fois quand on fait trop d'autodérision, c'est qu'on cache quelque chose et qu'on se prend pas au sérieux. Donc j'ai été aussi dans ce mécanisme d'exagération. De toute façon, je suis
Je suis comme ça. Souvent, on me dit, toi, Anne, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de gris de temps en temps. C'est vrai que je suis très extrême. Que ce soit dans l'amour, que ce soit si j'aime ou j'aime pas. Voilà, c'est. Et donc, peut-être que ça va être le travail à faire, à essayer d'avoir du gris ou pas. Et donc, oui, ça a été cette timidité. C'est pas toujours agréable parce qu'on est mal à l'aise, on n'est pas bien, on est là assis, on stresse de tout. Et je pense que j'ai utilisé l'énergie que j'avais pour cacher cette timidité, pour dire hey, regardez, je suis là, wouhou, regardez-moi. Et puis après, on apprend que c'est pas comme ça. Donc, je l'ai toujours eu l'énergie. J'ai fait beaucoup de sport aussi. Parce que... Tu parlais de basket tout à l'heure, ça m'a échappé. Oui, j'étais coach basket. Ah ouais, d'accord. Toujours pour pouvoir travailler avec les enfants. D'accord. Et là, pour les enfants, avec les enfants. Oui. Mais toi-même, tu as joué alors? Oui, il y a très 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 longtemps. Et puis j'ai abandonné moi le basket pour le théâtre. D'accord. C'est au moment où ta maman t'a dit à ta maman, j'aimerais bien faire ce que font les gens dans la télé. Et tu l'as fait en fait. Oui. Et ce résultat, aujourd'hui, tu prends conscience que ça aide à booster ta confiance, mais ça te donne beaucoup plus confiance en toi. Mais à l'époque, finalement, de dire je veux faire de la télé ou je vais apprendre. Tu as appris, tu as fait le conservatoire, tu as fait les conservatoires d'art dramatique, tu as été à la télé. Et tu t'es pas dit, ouais, quand je veux quelque chose, je l'obtiens, non? Ça n'a pas été naturel comme ça, en fait. Non, ce que je me disais, c'est que j'ai eu toute une époque j'ai eu deux époques. Une époque où je croyais en la vie, en ce qui se passait, que j'avais une pleine confiance, pas en moi. Donc, au lieu d'avoir confiance en moi, je me disais, si je dois y aller, je dois y aller. Puis j'ai eu la période, j'ai eu une période où là, j'ai été éteinte, où j'ai appris à plutôt être bien soumise, bien soumise. Et j'ai dû équilibrer en fait cet apprentissage de confiance en la vie que j'avais perdu suite à cette période de vie où je me dis mais en quoi on peut faire confiance. Donc j'ai dû réapprendre à me faire confiance, pas en capacité du travail, mais en moi, en ma capacité d'être humain, de est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien, etc. Et ça, c'est grâce aux amis. Un nouveau réseau que je me suis fait, c'est grâce à eux. Moi, souvent, je me rends compte que c'est grâce aux autres aussi. Ouais. En fait, il y a une période où tu t'es senti enfermé, c'est ça. Voilà, on t'a mis un peu sans le savoir, sous les ténoirs, mais tu t'en es pas rendu compte. Et il a fallu que tu fasses de quitter cette période. Et grâce à l'environnement. Oui. Et à toi surtout, parce que c'est toi qui as quitté la période. Hein. Oui. Tu as su t'entourer de nouveau de personnes qui t'ont redonné le coup de boost, on va dire. En fait, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Ce qui, quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit, ok, je suis seule, il n'y a plus rien, puisque c'est le vide, et je décide de créer un groupe qui s'appelle le groupe Pourquoi pas. Un groupe où les gens qui s'ennuient, eh bien on se retrouve, et je lance Facebook, je crée ce groupe-là, j'ai des gens que je connais pas, qui viennent nulle part, j'écris un moment sur la page Facebook, je dis, je serai à tel endroit, ceux qui ont envie, vous venez. Et donc, je vais toute seule dans une boîte, je suis avec mon téléphone, je dis, voilà, je suis arrivée, je suis près du bar, et là, j'ai 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui me sautent dessus, je fais, ok, et ces 5 personnes sont devenues mes meilleurs amis. Ah, c'est cool. Voilà. Et puis après, j'ai créé des barbecues avec des gens que je connaissais pas. Donc là, de nouveau, t'étais en pleine énergie et de nouveau, des tas de choses qui Mais j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours été une locomotive. Même si des fois c'est très fatigant, qu'on a envie qu'il y ait une autre locomotive devant nous. Mais j'ai toujours été la locomotive. C'est moi qui créais les barbecues, c'est moi qui créais l'énergie. Donc ça a toujours été en moi. Est-ce qu'il y a une personne qui a marqué ta vie, pas forcément personnelle, mais professionnelle, quelqu'un qui a été un déclic, quelqu'un qui a compté dans ton cheminement personnel, qui t'a inspiré ou qui à un moment, il y a eu quelque chose, cette rencontre que tu as peut-être provoquée, hein, je ne sais pas. Je dirais que si je dois rester dans le présent, aujourd'hui, je vais reparler de Michel Poulart.
qui a un sacré parcours chemin de vie et qui C'était notre invité la semaine dernière. Hein, donc je renvoie tout le monde à son épisode qui était aussi un épisode superbe. Et qui est toujours resté optimiste et qui d'ailleurs en a fait son métier, il est conférencier pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode. C'est lui aussi qui m'a remontré ce que j'avais fait. Parce que il y avait rien, il y avait pas de bande démo, j'avais rien. Si je faisais un truc, je laissais dans mon voilà. Qui m'a remontré un petit peu ce que j'avais fait, qui m'a remontré aussi, on a retravaillé ensemble, qui m'a permis de me dire oui, c'est vrai. Il y a quand même des choses qui sont faites. Donc je dirais que dans le présent, c'est Michel. Et c'est compliqué de vivre avec lui parce que c'est quelqu'un, quand il fait les choses, il va jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire qu'il réussit toujours les choses, qui est très méticuleux, très professionnel. Donc, j'ai eu du mal à me dire, à un moment donné, je ne vais pas envie le faire parce qu'il va me dire que c'est pas bien, parce que lui, il fait les choses trop bien. Alors, il me regarde en me disant, t'es bête. Toujours sympa d'ailleurs. Hein. Ouais. Non, il me dit pas que je suis bête, mais... ça l'énerve un peu. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il fait partie de la personne qui me dit que les choses sont possibles, mais qu'il faut les faire. Cool. On arrive au terme de l'émission déjà. Si tu avais un conseil à donner aux auditeurs qui viennent de t'écouter sur comment gérer la pression, les tempêtes de la vie. Je sais que tu vas préparer toute une série de capsules comme ça sur la gestion des émotions, mais est-ce que tu as un truc ce serait quoi Les tempêtes de la vie, elles sont là. Ouais. On ne peut rien y faire. Même si on prend son bateau, eh bien, il y a des tempêtes, il y a des moments de calme. Donc, il ne faut pas se battre contre la tempête. C'est de se dire qu'elles sont là. Moi, j'ai eu souvent peur de ces tempêtes, peur qu'il m'arrive quelque chose. Et je reprendrai la phrase, encore une fois, de Michel, c'est « foutons-nous la paix ». La tempête, elle est là. Elle est là aussi pour nous dire qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin, qu'il y a juste quelque chose à refixer ou quelque chose à vérifier. Donc, c'est juste pour nous indiquer d'avoir un moment de questionnement et se dire « Ok, je vais peut-être aller à gauche. Ah oui, j'ai encore ce souci-là. Peut-être que ma valeur, elle n'est pas bonne. Peut-être que mon buzzer n'est pas bon. » Et surtout, profitons des moments où la tempête n'est pas là et focalisons-nous sur ce qui a été positif. Je pense moi, j'ai eu souvent tendance à m'accrocher à ce qui m'avait fait mal et accrochons-nous à ce qui nous fait du bien. Voilà. Super. Merci Anne. 2 dernières questions. La première... si tu avais un livre à nous recommander, ça serait lequel ? Est-ce que j'oserais ? Non. N'ose pas. J'en ai déjà fait beaucoup la promotion la semaine dernière, donc n'ose pas. Allez, je le prépare. Alors moi, celui qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Le Petit Prince. Ok. Voilà, j'ai créé un spectacle du Petit Prince avec mes élèves. Et c'est un livre que je trouve qu'on peut lire à n'importe quel âge, qu'on peut lire à son enfant de 3 ans, qu'on peut lire quand on a 50 ans, qu'on peut lire quand on a 10, parce qu'on va le découvrir de 1001 façons. Donc je dirais aujourd'hui Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro ? Alors, qui la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Steve Doupeux. Ah oui, d'accord. Que tu avais d'ailleurs invité une fois dans ton émission « Ceci n'est pas une interview ». Ouais. Qui, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Steve Doupeux et Caroline, c'est sa compagne, ils sont partis sur les routes en van et leur chaîne YouTube, c'est Philosophie. Vie nomade, et donc il fait de très 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 belles images. Je ne sais pas du tout si tu le connais ou pas, si tu as vu ce qu'il faisait. Et voilà, je l'ai découvert à travers ton émission. D'accord. Donc voilà, c'est le premier qui me vient à l'idée, Steve Doupeux. Je pense Merci Steve, l'invitation est lancée par Anne. Je pense qu'il aurait de belles choses à partager, à raconter, et en plus il a une voix radiophonique. À la radio. Seigneur Dieu, je lui ai déjà dit, mais toi je ronronne quand je t'entends. Ça a dû lui faire plaisir. Le mot de la fin qui te revient. Le mot de la fin qui me revient. Eh bien, d'abord merci pour l'invitation. J'ai été très surprise, d'être invitée, donc merci beaucoup. Le mot de la fin, osons être qui on est, même si les autres
ont décidé que ce n'était pas ce qu'ils voyaient en nous, mais osons être, voilà, soyons qui on est, malgré les tempêtes et malgré le bonheur. Moi, j'ai mon ado qui me montre que elle a décidé d'être qui elle est, malgré toutes les tempêtes autour d'elle. Donc, et je la félicite. Merci beaucoup, c'était un beau mot de la fin. Merci infiniment Anne, j'ai passé vraiment beaucoup de plaisir, un bon moment en ta compagnie. Je n'en doutais pas, j'avais un peu d'appréhension parce que quand j'ai vu la comédienne, l'énergie, etc., j'ai dit wow, j'espère que ça va aller. Mais c'était génial, vraiment, merci beaucoup. Ça, je peux me contenir. Hein. Merci, c'était top. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, my face.